Miroir obscur de Ivan Zinberg à la mécanique générale. Prologue. 194 North Carmelina Avenue, Los Angeles, Californie. Mardi 21 juin 2016, 21h07. Le docteur Stephen Barr s'enfonça dans son fauteuil favori, le Louis-Philippe, en palissandre que lui avait offert sa femme Vanda 2 ans plus tôt pour son 65e anniversaire. Elle ne s'était pas trompée en choisissant cette pièce de collection. Le médecin à la retraite s'y installait tous les soirs, savourant son bois chaud et son assise généreuse. Il aimait sentir sous lui ce meuble massif, témoin d'une histoire européenne foisonnante, l'une de ses passions de toujours. Il tenait entre ses mains un recueil de témoignages de soldats de la Seconde Guerre mondiale, de ceux débarqués sur les plages françaises en juin 1944. Cette période l'intéressait plus que toute autre, car ce conflit, d'une insondable complexité, avait posé les fondations du monde actuel. Les lignes de force contemporaines s'étaient façonnées sous cette voûte commune, cet héritage sans frontières fait de bombes et de sang. Depuis 3 ans qu'il ne travaillait plus à la clinique, Stephen occupait son temps libre à dévorer les livres d'histoire, assis dans le salon du rez-de-chaussée, en sirotant de vieux whisky. À cet instant, Vanda n'était pas là. Elle se rendait 2 soirs par semaine au très classe Barrington Bridge Club, sur Santa Monica Boulevard, pour y retrouver d'autres bourgeoises des environs. Stephen détestait le bridge, convaincu que les jeux de cartes constituaient par essence une perte de temps irréversible. Il allongea ses jambes sur un repose-pied et trempa ses lèvres dans un verre de blend Hanky Bannister, 40 ans d'âge, qu'il venait de se servir. Une pépite, mais une réussite prévisible pour une bouteille à $1 500, composée avec les meilleurs fûts de la région des Highlands. Il commença à parcourir son livre en poussant un soupir de contentement. Il se sentait serein, heureux, blotti dans ce salon cossu, décoré avec goût par son épouse. Ils avaient acheté cette maison dans le quartier chic de Brentwood à la fin des années 70. À l'époque, Stephen travaillait comme chirurgien obstétricien au célèbre centre médical Cedars-Sinai et les dollars rentraient par dizaines de milliers tous les mois. Il avait accompli toute sa carrière là-bas, s'occupant de la maternité de nombreuses célébrités et femmes de la haute société, parmi lesquelles Olivia Newton-John ou plus récemment Julia Roberts. Stephen appréciait sa vie de nanti, des beaux quartiers. Il n'avait jamais manqué de rien et ne cachait pas son goût de l'entre-soi et des relations de caste. Il se plongea pour de bon dans la lecture, concentré sur sa période historique de prédilection, quand il entendit un bruit étouffé provenant du couloir dans son dos. La porte du salon n'était pas fermée, mais simplement poussée. En aucun cas ça ne pouvait être Vanda, car celle-ci avait pris son taxi une demi-heure plus tôt et ne rentrait jamais avant 23h30. À moins qu'elle n'ait oublié quelque chose, ce qui ne lui ressemblait pas, en femme organisée qu'elle était. Il jeta un coup d'œil dehors, à travers la fenêtre, pour voir si un taxi stationnait devant la grille, au bout de l'allée. Il plissa les yeux et n'aperçut aucun phare de véhicule dans la pénombre. Le soleil avait tiré sa révérence depuis une bonne heure maintenant. « Vanda, c'est toi ?» lança-t-il. Pas de réponse. Il pensa l'espace d'une demi-seconde qu'il pouvait s'agir de leur vieux chien Spot. Mais le labrador, épuisé par un diabète, était mort 3 semaines plus tôt. Le cerveau de Stephen n'avait pas entièrement intégré cette réalité, et certains réflexes persistaient. Phénomène psychologique normal. Comme l'envie de lui donner un peu de nourriture sous la table, ou, comme en ce moment, l'imaginer en train de fureter et de gratter derrière la porte. « Vanda, c'est toi, chérie ?» renouvela-t-il. Rien. Il commençait à penser qu'il avait peut-être rêvé et que ce bruit ne représentait finalement pas grand-chose, quand à nouveau, il perçut un son plus sec, comme le claquement d'une porte. Là, il décida de se lever pour en avoir le cœur net. Il s'appuya sur les accoudoirs de son fauteuil et se redressa avec peine. Une sciatique le handicapait ces derniers jours. Il grimaça tandis qu'une douleur vive se réveillait sous sa fesse gauche et plongeait jusqu'à son pied. Le mal irradiait dans sa jambe comme si une lame lui déchirait les muscles. Il se retourna et fit quelques pas jusqu'à la porte, qu'il tira vers lui. Il avança et le vit, en retrait, dans l'obscurité du couloir. Un homme, vêtu de noir, debout, à quelques mètres. Stephen bafouilla, saisi par la stupeur. « Mais qu'est-ce que c'est ?» La silhouette ne broncha pas. Le médecin essaya de ne pas paniquer, malgré l'accélération très nette de son muscle cardiaque. « Garde ton calme, Stephen, garde ton calme. » Il lui fallait réfléchir, analyser la situation et trouver le meilleur moyen de réagir. Il observa celui qui le toisait,
en tout cas ce que les ténèbres du corridor lui permettaient d'entrevoir. L'intrus portait un sweat sombre dont la capuche lui dissimulait la tête, elle-même coiffée d'une casquette. La visière courbe s'avançait au-dessus de ses yeux. Il ne sut pas avec certitude s'il s'agissait d'un homme de type africain ou non. Les ombres épaisses de la nuit envahissaient la maison et dévoraient son visage. Mais il lui sembla que c'était le cas. Il distingua ses dents et le blanc de ses yeux, ainsi qu'un bouc grisonnant qui cernait sa bouche. Le scan rapide opéré par Stephen ne dura qu'une volée de secondes. Il décida de s'imposer et de montrer, bien que cela ne corresponde pas à la réalité, combien cet inconnu ne l'impressionnait pas. Il se composa la voix la plus autoritaire possible. « Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez ?» Aucune réaction de son vis-à-vis. Stephen pensait avoir affaire à un cambrioleur, l'un de ces voyous des quartiers sud qui détroussaient parfois les riches en s'introduisant chez eux. Vanda et lui n'avaient jamais craint les voleurs. Ils ne disposaient pas d'armes à feu et aucune alarme ne protégeait leur maison, en dépit des conseils réitérés de leurs voisins. Le médecin, le souffle court, se préparait à reculer pour refermer la porte et se retrancher dans le salon, tandis que l'individu se mouvait légèrement vers l'avant. L'anxiété de Stephen Barr croissait de façon exponentielle, et celle-ci connut un pic quand il discerna dans l'ombre le canon chromé d'un pistolet. Pourtant, ce qui le décontenança davantage fut la voix funeste de l'homme en noir. « Il y a 20 ans, docteur Barr. » Le timbre était brisé, éraillé à l'extrême, comme si l'homme souffrait d'une extinction de voix et produisait tous les efforts du monde pour réussir à parler. Stephen ne sut que répondre. « C'est un triste anniversaire, docteur Barr, » reprit la voix d'outre-tombe. Le médecin réfléchit intensément pour éclaircir le sens de ses mots. « De quoi parlez-vous » répliqua-t-il en amorçant un repli. L'autre s'approchait en relevant le bras. « Il y a 20 ans » grinça la voix de rocaille. Stephen, tétanisé par la dimension irréelle de la séquence, finit par se figer sur place sans parvenir à reculer. Ses jambes, dont la gauche les lançait toujours, refusaient de répondre aux commandes cérébrales. Ses méninges tournaient à plein régime, en mode alerte rouge, autant pour chercher une échappatoire qu'une explication aux paroles mystérieuses de l'intrus. « Ne faites pas de bêtises !» dit-il en plaçant ses paumes moites en écran devant lui. À présent, une peur panique possédait chacun de ses sens. Face à lui, l'homme en noir demeurait noyé dans l'ombre du corridor. Seul son bras tendu et l'arme serrée dans son poing ganté captaient le clair-obscur du salon. Stephen perçut alors deux sensations distinctes. La première relevait de l'ouïe. Il entendit deux brefs sons étouffés, plop, plop, qui retentirent quand l'index de l'homme en noir se contracta sur la détente du pistolet. La seconde fut une terrible onde de douleur, double et aiguë. Deux piqûres lancinantes au milieu du thorax, deux aiguilles qui transpercèrent ses chairs, diffusant une souffrance endémique. Ses genoux ployèrent. Au-delà de la frayeur et du mal qui le frappait, le docteur Stephen Barr eut assez de lucidité pour comprendre qu'il ne s'en tirerait pas. Ses connaissances en anatomie étaient celles d'un médecin, et il pouvait conclure sans hésiter que les projectiles avaient touché une zone vitale. Pronostic négatif, aucun espoir de survie. Les secondes s'écoulèrent. Il ne s'effondrait pas, toujours à genoux, suspendu entre la vie et le néant. Puis l'homme en noir se rapprocha et colla la bouche du canon contre son front. Il tira une dernière fois, et la balle traversa le crâne de part en part dans un plop discret, avant d'achever sa course dans le dossier du somptueux fauteuil rustique situé derrière lui. Là, Stephen Barr s'écroula en arrière, aussi mort que les yeux de son assassin.